Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le Moyen Âge commence en 476, date de la fin de l'Empire romain d'Occident, et se termine en 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Il s'étend donc sur 10 siècles et l'on peut facilement imaginer que la cuisine du Moyen Âge n'est pas restée statique, et a évolué au cours des siècles. Tout d'abord un peu de linguistique. Le mot cuisine vient du latin coquina qui vient lui-même de coque qui signifie cuire. Le mot aliment quant à lui, dérivé du latin alimentum de haler égale se nourrir, n'apparaît dans la langue française qu'en 1120. Et il faudra attendre 1412 pour que le mot alimentation fasse à son tour son apparition. La cuisine médiévale est fondée sur la cuisine romaine, dont la base est formée par le trio du modèle méditerranéen, le pain, le vin et l'huile. Et si ceux-ci deviennent à la mode dans l'Europe médiévale, cela a été également dû à l'affirmation du christianisme comme la religion officielle de l'Empire. En effet, il est évident que le christianisme est le véritable héritier du monde romain et de ses traditions propres. Le pain, le vin et l'huile ont été rendus sacrés par la liturgie chrétienne. Mais elle a aussi été influencée par les invasions barbares pour lesquelles la forêt est source de nourriture, avec la chasse, la pêche, la cueillette et l'élevage en semi-liberté. On peut cependant difficilement parler de cuisine médiévale typiquement française car en alimentation, au Moyen Âge, la différence est bien plus nette entre les couches sociales d'un pays qu'entre les pays eux-mêmes. La société médiévale est essentiellement composée de deux catégories, les riches, peu nombreux, et les pauvres majoritaires. Jusqu'au IXe siècle environ, les paysans vivent suivant un modèle sylvo-pastoral. Ils chassent et pêchent librement et leur bétail est élevé dans les clairières et les sous-bois des forêts. Cependant, avec le développement de la grande propriété, ce modèle disparaît. Les paysans, qui étaient des hommes libres, deviennent assujettis aux seigneurs et leurs droits de chasse et de pêche sont abolis. La hiérarchisation de la société se met alors en place. Les nobles bellatores deviennent professionnels de la guerre tandis que les paysans laboratores deviennent professionnels du travail. La forêt se transforme en un lieu exclusivement réservé aux nobles, les combattants. Et le devoir de travailler la terre revient aux paysans. La distinction entre les classes sociales apparaît pleinement au niveau de l'alimentation, car la mentalité médiévale établit une forte correspondance entre l'alimentation et le style de vie. Aux classes supérieures les plats raffinés, aux classes inférieures les plats grossiers. L'alimentation au Moyen Âge est fondée sur un code qui définissait la nature, noble ou médiocre, d'un aliment, adapté lui-même de la philosophie grecque des 4 éléments. Dieu, qui avait créé l'univers, régissait aussi la société humaine suivant le principe vertical de la grande chaîne de l'être, confère diagramme. Selon ce code, toutes les plantes et tous les animaux se rattachaient aux 4 éléments, feu, air, eau et terre. Cette hiérarchie parfaite plaçait donc la terre et tout ce qu'elle produisait, racines, légumes, certains fruits, dans la position la plus basse. Les oiseaux par contre se rattachaient au domaine de l'air, proche de Dieu. Faisant partie des espèces supérieures, ils étaient naturellement réservés aux nobles tandis que les produits de la terre ne convenaient qu'aux classes basses. Les oiseaux aquatiques par contre, se trouvaient dans une position inférieure aux oiseaux de haute altitude et la chair d'un canard était moins appréciée que celle d'un poulet. La grande chaîne de l'être remplissait une double fonction. Elle ordonnait le monde naturel d'une manière intelligible, tout en conférant une valeur sociale aux aliments utilisés par l'homme. En outre, 2 qualités sont attribuées à chaque élément. Le feu est chaud et sec, l'air chaud et humide, l'eau froide et humide et la terre froide et sèche. Dans l'alimentation, la santé du corps dépend de l'équilibre entre les éléments et leur qualité. Nous allons étudier plus loin comment la diététique du Moyen Âge parvenait à maintenir cet équilibre, tout en respectant la hiérarchie sociale de l'époque. Un point commun à l'alimentation des pauvres et des riches est l'interdit que l'Église catholique impose à tous. Les périodes de jeûne et le carême, 166 jours par an, vont influencer de manière indélébile la société française. Les aliments essentiels. On peut considérer qu'au Moyen Âge, il existe 3 aliments essentiels à l'homme, tant pour leur place dans l'alimentation que pour la valeur symbolique qu'ils représentent. 1. Le pain et les céréales. Le pain est fabriqué à partir du blé,
plante originaire d'Irak et qui existait déjà il y a près de 12 000 ans. De tout temps, il a joué un rôle très important dans l'alimentation des hommes. En Égypte, le pharaon est le maître du blé et le pain est un instrument de pouvoir. En Grèce, le pain est l'aliment essentiel, de même qu'à Rome où les distributions gratuites de blé à la plèbe étouffent les révoltes populaires. Outre son importance nutritive fondamentale, le pain est aussi fortement chargé de symboles. Il est en effet omniprésent dans les religions juives et chrétiennes. Bethléem où le Christ est né signifie la maison du pain. Miracle de la multiplication des pains, partage du pain lors de la Cène, le pain est aussi l'hostie consacrée qui devient le corps du Christ, le pain de la prière du Notre Père, lorsque l'on prie Dieu de nous, donner aujourd'hui notre pain quotidien. Il est à noter que le mot pain signifiait originellement repas. C'est pourquoi on le retrouve dans de nombreuses expressions populaires telles « gagner son pain à la sueur de son front » ou « enlever le pain de la bouche ». Nourriture du corps et nourriture de l'âme, le pain est l'aliment essentiel au Moyen-Âge, tant pour les riches que pour les pauvres. Mais c'est à ces derniers qu'il est indispensable car il leur fournit les 3/4 des calories journalières et représente la moitié de leur budget. Le pain des riches est blanc car fait de farine de froment pur. Il est léger, bien levé et toujours cuit du jour, tout comme le pain des citadins qui, à la différence des paysans, ont accès à des fours banaux libres de droit. Le pain des pauvres par contre est noir, lourd et dur. Le prix du froment les oblige en effet à, au mieux, couper la farine de blé d'autres céréales peu panifiables telles l'orge, l'épeautre ou encore le seigle. Dans le pire des cas, on y ajoutera même de l'avoine ou du son afin de pallier le manque de farine et ne pas mourir de faim. Ce pain noir, cuit et mis en réserve plusieurs semaines, sinon mois à l'avance, est très dur et compact et ne peut être mangé que trempé dans la soupe. C'est cependant la base de l'alimentation des paysans, pauvres du Moyen-Âge. En outre, à table, c'est sur le pain, le tranchoir, que l'on dépose la nourriture en guise d'assiette. Pour terminer, il faut aussi parler du prix du pain. Celui-ci varie en effet suivant le cours du froment, qui sert de référence au prix des autres pains. À celui-ci, il convient d'ajouter le coût du sel, denrée rare et chère car il y a obligation de saler le pain. Nourriture de base pour le peuple, on peut comprendre que sa qualité et surtout son prix ait pu conduire à des révoltes de la faim. 2. Le vin. La vigne, sans doute originaire du Caucase, existe en Europe depuis le Miocène. L'histoire du vin commence vraiment en Crète, qui donna un dieu, Dionysos, à ce breuvage. De Grèce, la culture de la vigne s'étendit à Rome puis à une grande partie de l'Europe du Sud. Symbole de la connaissance, boire du vin permet de devenir l'égal d'un dieu. Le vin a été souvent utilisé dans les rites initiatiques à cause de l'ivresse qu'il procurait. Couleur sang, il est aussi lié à la vie mais cependant déconseillé ou même interdit aux femmes car soi-disant abortif. La sacralité du vin se retrouve dans la religion chrétienne. Le vin, c'est bien sûr le sang du Christ, celui de la Cène et celui de la messe. Et c'est en vin que Jésus transforma l'eau lors des noces de Cana. Il faut ajouter que durant tout le Moyen-Âge, les moines jouèrent un très grand rôle dans la culture de la vigne et l'élaboration de nouveaux crus. D'origine germanique et païenne, la bière a un temps été en concurrence avec le vin. Mais celui-ci s'est cependant imposé comme boisson de prestige par excellence dans toute l'Europe du Sud, tandis que la bière s'étendait dans l'Europe du Nord. Au Moyen-Âge, on distingue deux sortes de vin, le vin blanc et le vin noir ou rouge. Comme pour le pain, la couleur du vin est symbole de classe sociale. Les nobles boivent des vins blancs ou clairets, tandis que les frustes paysans se délectent de vins noirs, lourds mais renfermant une valeur nutritive considérable. 3. Le sel. L'extraction du sel de la mer ou des mines de sel gemme, est un travail épuisant qui à lui seul justifierait le prix exorbitant de cette denrée. À cela s'ajoute le rôle primordial que joue celle-ci. Au Moyen-Âge, le sel sert tout d'abord à la conservation des aliments, viande et poissons particulièrement. C'est aussi lui qui donne du goût à la maigre pitance des paysans. Mais le sel est aussi indispensable à la vie humaine et surtout animale. Sans sel ajouté dans sa nourriture, le bétail tombe malade et meurt et le sel est une des choses les plus nécessaires pour l'usage des hommes et de laquelle on ne se peut nullement passer. D'autre part, de par sa qualité chaude et sèche, le sel a vertu détersive, dissolutive, purgative, resserante ou astrictive.
C'est lui seul, qui sert à bien assaisonner toutes les viandes qui autrement seraient sans bon goût et saveur. Outre ce rôle nutritif. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.